Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Une simple affaire de mœurs et le Sénégal s'embrase. Mais que s'est-il passé au Sénégal ces derniers jours? Comment comprendre les tensions actuelles dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans? Le message du président Macky Sall de ce 8 mars suffira-t-il à ramener définitivement le calme au Sénégal? Trois invités avec moi pour en parler. Sidi Fall, vous êtes le coordonnateur en France, bien entendu, du Front patriotique pour la défense de la République. C'est un front d'opposition très critique. Êtes-vous du président Macky Sall, de sa gouvernance et de son bilan? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Badousso, vous êtes le coordonnateur en France de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est la coalition au pouvoir. Un grand soutien, êtes-vous par contre du président Macky Sall? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal du moins? Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal ces derniers jours? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. C'est bonjour. Bien entendu, dans cette émission, nous parlerons droit, puisque après tout, c'est une affaire judiciaire qui a amené les troubles au Sénégal, et c'est à juste titre que je vous ai invité. Brice Nzaba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique par ailleurs. Merci à vous. Merci Richard d'avoir accepté notre invitation. C'est l'interpellation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko qui a mis le feu aux poudres. Mais comment comprendre le malaise ou plutôt les tensions actuelles au Sénégal? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'a dit Alioune Badara Cissé. Il est le médiateur de la République du Sénégal. J'ai écouté, j'ai tendu l'oreille, j'ai regardé, j'ai ouvert les yeux. Je n'ai pas reconnu mon pays. Je n'ai pas reconnu mon peuple. Je n'ai pas reconnu la jouvence que nous avons vécue, gambadant, courant, développant nos espoirs. J'ai vu une jeunesse sans espoir, une jeunesse sans envie, une jeunesse déboussolée, une jeunesse qui ne sait plus à quel sein se vouer, une jeunesse qui traverse les océans sans bouée de sauvetage, une jeunesse qui sert d'aliment aux poissons en haute mer, une jeunesse qui, une fois partie, n'est pas sûre d'arriver à destination. Une fois à destination, n'est pas sûr de revenir au bercail. Les parents, tous les matins et tous les soirs, s'interrogent sur le sort de leur progéniture. C'est une jeunesse intrépide, néanmoins, qui aime travailler, qui aime se pousser à l'effort, mais qui n'a pas d'opportunité pour s'éprouver. C'est notre responsabilité à nous tous de donner à cette jeunesse ces talents dont il a besoin pour pouvoir servir son pays à tous les niveaux. Je le dis et je le répète souvent, il n'y a aucune différence entre eux et nous, sauf un nombre d'années plus important dans l'état civil, un ventre protubérant, je me suis rasé ce matin, et des cheveux gris. Sinon, nous avons la même formation, la même envie de servir, la même envie de voir notre pays figurer parmi les meilleurs au monde. Je l'ai crié urbi et orbi. Je l'ai crié dans le Ferlo. Je l'ai prié à Khosanto. Je l'ai crié dans le Djiriji. Partout. Qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégal à deux vitesses. C'était Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République du Sénégal. Il conclut son propos par « Il faut qu'on arrête d'avoir deux Sénégal ». Écoutez, Sidi Fall, si on veut résumer, si vous voulez résumer la situation que nous avons vécue au Sénégal ces derniers jours, que diriez-vous? Comment résumez-vous les tensions qui ont secoué votre pays ces derniers jours? D'abord, vous me permettez, Richard, de saluer mes co-débatteurs, en l'occurrence M. Badousso et Maître Brice Nzaba. Et je salue également le discours de notre compatriote Maître Alioune Badara Cissé, qui a résumé la situation d'une manière générale, c'est-à-dire une crise sociale
qui secoue le pays dans son ensemble, c'est-à-dire une misère perpétuelle que traverse aujourd'hui le pays, causée par le régime de Macky Sall. Et à travers le discours de Aline Badara Cissé, il a résumé la situation que traverse le pays. Le Sénégal est dans une misère perpétuelle. Absolument. Sous le président Macky Sall, dites-vous. Absolument, parce que quand on arrive au moment où les jeunes prennent la mer, oui, pour se retrouver dans les profondeurs de la Sicile ou dans les profondeurs des îles Canaries, c'est extrêmement grave. Quand on retrouve une jeunesse déchaînée aujourd'hui qui ne demande qu'à trouver du travail, qui ne demande qu'à se loger, qu'à se vêtir, c'est-à-dire trouver un emploi sain et participer dans l'économie du pays. Si le président Macky Sall est incapable de résoudre aujourd'hui, au XXIe siècle, ces cas sociaux, je pense qu'il est tout à fait normal que la jeunesse puisse prendre position de cette manière. Badou Sow, c'est votre nom, vous êtes de la coalition au pouvoir. Ces émeutes qu'on a vues au Sénégal, ces tensions fortes, vous avez des compatriotes qui ont perdu la vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Bon, merci. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour ces personnes décédées. Et c'est regrettable d'en arriver là. Le constat, on vient de le dire, une difficulté économique. Mais cette difficulté économique-là n'est pas le seul, c'est pas que pour le Sénégal. Parce que tout simplement, on voit aujourd'hui, tous les pays du monde sont impactés par cette crise économique. Et je rappelle quand on parle de mon président Macky Sall. Oui, s'il vous plaît. Là, avant la crise, oui, le PIB était de 7%. 7%. Non. Aujourd'hui, on est au niveau de 1,3%. Monsieur Donc, Sow, vous savez qu'on ne va pas se noyer dans des considérations macroéconomiques. Permettez-moi de terminer. Les jeunes Sénégalais ne comprennent pas ce que vous dites. Permettez-moi de terminer, parce que tout simplement, il faut partir d'un constat. Et ensuite arriver, tout simplement, on a le même constat, on voit bien que tous les pays du monde ont des difficultés économiques aujourd'hui. Et quand on parle de la difficulté du Sénégal, ça ne date pas de Macky Sall. Regardons depuis 2012 jusqu'à présent ce que Macky Sall a fait pour la jeunesse d'abord. Pour la jeunesse. Il a beaucoup fait pour la jeunesse. Alors, vous êtes dans une forme de déni, non? Vous considérez qu'il y a rien de spécifiquement sénégalais qui s'est produit ces derniers jours. Ce qui se passe, c'est le résultat de la crise globale. La crise globale, mais maintenant il y a une particularité. Je vais vous dire tout simplement. Vous venez de le dire, vous avez dit plus de la moitié de la population à moins de 20 ans, au Sénégal, bien sûr. Vous savez bien que, quels que soient les efforts que le président Macky Sall est en train de faire depuis 2012 jusqu'à présent, c'est insuffisant, mais il a fait des progrès. Et donc ça, c'est extrêmement important, il faudra saluer cela. Maintenant, il faudra accélérer. D'où le fast track de dire qu'il faut accélérer les choses, donc c'est très important. Donc vous avez compris. Vous avez compris le message des jeunes Sénégalais qui sont descendus dans les rues ces derniers jours. Brice Nzamba, c'est très curieux, vous avez des jeunes qui, même au domicile de Ousmane Sonko, on parlera de lui tout à l'heure, cet opposant par qui cette crise est arrivée, quand on leur demande, mais que revendiquez-vous? Ils disent, nous voulons manger à notre faim, nous voulons nous soigner, nous voulons du travail. C'est très bizarre, ça n'a rien à voir avec Ousmane Sonko au fond. Oui, ça transcende finalement Ousmane Sonko. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une conjonction de plusieurs circonstances qui expliquent ce qui s'est passé au Sénégal. Bon, vous avez d'abord un peu, au début, il y a la défiance vis-à-vis de la justice. Il y a une défiance. Parce qu'on estime que la procédure qui est menée, à la vérité, c'est pour disqualifier un opposant. D'abord, il y a cet élément. Ensuite, il y a la lassitude de la population, notamment les jeunes. Il y a une lassitude, puisque les jeunes estiment qu'ils n'ont plus d'opportunités au Sénégal et que toutes les opportunités d'entreprendre, les opportunités d'entreprise, les opportunités d'emploi, les jeunes Sénégalais n'en profitent pas. Puisque d'ailleurs, vous verrez qu'il y a même une grande frange de ces jeunes-là qui croient et qui pensent que c'est plus des étrangers qui profitent des opportunités économiques au Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal, qui est un pays riche et qui draine des richesses, mais que ces richesses-là ne profitent pas à l'offre d'entrepreneuriat local et aussi à une minorité. Et aussi à l'emploi pour les jeunes.
Donc, ce qui explique un peu que certaines entreprises étrangères ont été visées. Il y a ces éléments-là. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé au Sénégal, c'est une conjonction de circonstances. Il y a la défiance à la justice, il y a la lassitude de la jeunesse qui ne voit aucune opportunité et qui, en faisant ce qu'elle a fait, attire l'attention, interpelle les hommes politiques, y compris Ousmane Sonko, bien sûr. Si jamais un jour, il doit diriger le Sénégal, il doit savoir que la priorité des priorités, c'est de donner du travail aux jeunes. Quand on a une population qui est très jeune, c'est l'avenir du pays qui doit être garanti. Mais Brice Nzamba, moi j'ai envie de vous demander face au cas sénégalais, est-ce que c'est le Sénégal qui est moins démocratique finalement que les autres pays, ou ce sont les Sénégalais qui refusent tout simplement la résignation et veulent prendre leur destin en main? Alors, mais moi, je dirais que ce qui s'est passé au Sénégal, c'est un signe de vitalité démocratique. C'est-à-dire que vous avez affaire à un peuple qui n'est pas amorphe. Le peuple sénégalais n'est pas amorphe, il n'est pas indolent. C'est pas un peuple il n'est pas résigné. indolent. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un peuple qui, lorsqu'il estime que ses droits sont bafoués et que les conditions objectives sont remplies, eh bien, ces peuples se mettent dans la rue pour défendre ses droits. Donc, ce n'est pas un peuple amorphe. Moi, je dis bravo à ce qui s'est passé. Bon, il faut bien sûr regretter les morts. Il faut regretter les morts. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un peuple estime que ses droits sont bafoués, il a le droit de manifester. Donc, on doit s'inquiéter pour des peuples qui n'ont pas ces réflexes. Quand on voit certains peuples africains dont les droits sont bafoués, parfois depuis des dizaines d'années, et qui n'ont même pas la force de sortir dans la rue pour revendiquer leurs droits, bah c'est triste, c'est triste. Donc moi je pense que c'est une force, c'est plutôt de la vitalité. C'est de la vitalité, c'est comme ça que vous vivez ça. Et très rapidement, Sidi Fall, quand Alioune Badara Cissé, il dit quelque chose dans son discours qui peut interpeller, il dit « Il faut qu'on arrête d'avoir un Sénégal à 2 vitesses ». Tout à fait, il a parfaitement raison. De quoi parle-t-il concrètement quand il dit cela? Mais parce que même Alioune Badara Cissé fut un compagnon du président Macky Sall, parmi ses premiers compagnons à la première heure, donc de la conquête du pouvoir de Macky Sall. Au fait, nous assistons aujourd'hui au Sénégal qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire une justice pour certains et une justice pour d'autres. Et nous nous sommes rendus compte que les principales personnalités politiques du régime de Macky Sall ne sont pas menacées par la justice, alors qu'ils sont épinglés. Vous avez des cas? Vous connaissez? Absolument, absolument. Le cas, par exemple, si vous prenez le cas de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, en l'occurrence M. Mambéigna, qui a été épinglé par l'inspection générale d'État sur ce qu'on appelait l'affaire de Prodac, d'un détournement de 29 milliards. Vous imaginez 29 milliards? C'est 29 000 millions de francs CFA. Avec 29 000 millions, qu'est-ce qu'on peut créer aujourd'hui pour sortir de la jeunesse de cette misère? Avec 29 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider cette jeunesse aujourd'hui à retrouver de l'emploi? Donc, il n'y a pas que Mambéigna, il y a eu également le ministre Cheikh Kanté, qui fut ministre de Macky Sall et directeur général du port. Et ils sont nombreux dans le pouvoir de Macky Sall. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dit, effectivement, lorsque vous êtes proche du président, donc lorsqu'on est proche de votre coalition et que vous êtes coupable d'infraction, vous n'êtes pas inquiété. Vous savez, le Sénégal est un état de droit. Et je pense que c'est grave aussi, sur un plateau, de faire certaines accusations. C'est extrêmement grave. Parce que je pense en l'état de droit. Quelqu'un qui est épinglé par la justice du Sénégal va jusqu'au bout. Donc, à partir du moment où vous êtes épinglé par la justice peut vous convoquer, aller jusqu'au bout. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On parlait tout à l'heure des jeunes. On parlait de ces problèmes de ces jeunes. Quel pays aujourd'hui, avec cette pandémie, n'a pas ces problèmes-là? Dites-moi, il n'y a pas un seul pays qui a ces problèmes. D'abord, première des choses. Nous, on a trouvé très particulier la liberté de ton du médiateur de la République qui pose les problèmes sur la table. Mais un problème posé à moitié résolu. Oui, d'accord. Oui, mais absolument. Et donc, c'est pour dire que le Sénégal est un pays démocratique. Le président Macky Sall n'a jamais dit qu'il a son coup dessus des dossiers. Non, attendez un instant. C'est pas rapport, c'est en réponse à ce que dit, puisque ne parlons pas rapport des cas précis. Il a dit quelque chose de précis, c'est-à-dire que quand on est proche du président de la République, on n'est pas inquiété par la justice. Mais non, c'est pas vrai, parce que la justice, elle est indépendante.
La justice, elle est indépendante. Je rappelle qu'il y a 3 pouvoirs au niveau du Sénégal. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Au Sénégal, les pouvoirs sont indépendants. Non, et donc, à partir du moment... pas ce qu'il dit. Oui, mais là, vous savez, des justifications, dire que tel a été ceci, tel a été cela, moi je crois au droit. Tout simplement, quand on nous dit que le dossier est arrivé au niveau du tribunal et qu'il y a des éléments, donc vous savez que vous pouvez être jugé si vous êtes en appel, etc., etc. Donc ça, c'est le tribunal, donc je ne rentrerai pas dans ce domaine-là. Moi, je lui ai dit... Moi, ce que j'ai à dire, oui. Monsieur Sow, j'ai demandé tout à Sidifa de donner quelques cas concrets pour illustrer ce qu'il dit. Moi, je vous demanderai aussi, dans le cadre de la lutte contre la corruption, citez-nous quelques cas, effectivement, de gens proches du président de la République qui ont été inquiétés. Mais si les gens n'ont pas été épinglés par la justice, comment je peux... C'est une réponse. C'est une réponse. Mais vous me permettez, mais oui, je vous dis une chose. Juste en fait, pour rajouter. Si les personnes, on laisse finir très rapidement. C'est la justice. Vous savez, ici en France, est-ce que je peux venir tout simplement vous dire que vous avez fait quelque chose et puis commencer à dire ça sur les plateaux de télévision? Non. Mais même si vous êtes accusé, vous êtes supposé être innocent. Et donc, dans ce cas-là, moi... Si aucun proche du président de la République n'a maille à partir avec la justice, mais s'il y a un proche du président de la République qui est poursuivi par la justice ira jusqu'à son terme. Voilà. C'est extrêmement important parce qu'on est dans un pays mais de quand droit. on arrive à un moment où un député de la majorité présidentielle, proche de Macky Sall, pris en flagrant délit par la gendarmerie nationale pour trafic de faux billets au Sénégal, qui s'appelle M. Bougazeli, il est connu et identifié. Il a été pris en flagrant délit par la gendarmerie nationale et il a écopé un mandat de dépôt. Au bout de 3 mois, il est ressorti. Et aujourd'hui, il réclame être candidat à la mairie d'un quartier. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Remettons les choses à l'endroit. Non, attendez un instant. Qu'est-ce que vous venez de dire maintenant? Vous avez dit quoi? Non, attendez un instant. Parce qu'en droit, l'accusation est par la gendarmerie. Mais la preuve est difficile. Non, est-ce qu'il a été pris par la gendarmerie? Donc la gendarmerie, est-ce que c'est l'État? Donc la gendarmerie transmet au niveau de la justice, c'est à la justice maintenant de suivre son cours. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le président de la République interfère au niveau de la justice? Non. Ça ne se passe pas au Sénégal comme ça. Non. Au Sénégal, les pouvoirs sont indépendants. À partir du moment où vous êtes épinglé par la justice, la justice, elle est indépendante, elle va aller jusqu'à son terme. Je pense que donc, si les pouvoirs étaient indépendants, mon cher ami, on ne serait pas aujourd'hui là avec l'affaire de Ousmane Sonko et avec la révolte de cette jeunesse aujourd'hui. Non, c'est important. Ça nous permet justement, et c'est pour ça que le juriste est avec nous, d'embrayer sur le cas de Sonko, de faire une espèce d'analyse, de décryptage de la procédure engagée et contre Ousmane Sonko, procédure que vous qualifiez par ailleurs de politique. Ce sera après une pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Sénégal. Tout est parti de la plainte d'une jeune fille de 20 ans, employée dans un salon de massage dakarois. Elle accuse l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrivé 3e à la présidentielle de 2019 avec 15%, d'avoir eu avec elle et à plusieurs reprises un acte non consenti assorti de menaces de mort. Une accusation qui enrage l'opposant sénégalais et ses partisans qui crient au complot politique. Écoutons à cet effet ce qu'en dit Bassirou Diomaye Faye. Il est le coordonnateur général des cadres du PASTEF, le parti de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Oui, la situation politique au Sénégal ces derniers jours est particulièrement tendue. Il y a eu beaucoup d'affrontements qui ont coûté la vie à 12 Sénégalais et d'autres luttent encore contre la mort parce qu'ils ont été atteints par des balles réelles, avec un cortège de blessés qui dépasse les 590 au regard du décompte fait par la Croix-Rouge au Sénégal. Et tout cela est de la responsabilité du président Macky Sall, qui s'est érigé en serial killer d'opposants. À chaque fois qu'il considère un opposant comme étant une menace réelle à la pérennité de son pouvoir, s'attaque à lui, comme il l'a fait avec Khalifa Sall, comme il l'a fait avec Karim Wade. Et cette fois-ci, le peuple n'a pas supporté
de constater, au-delà de la situation économique particulièrement précaire, de voir un président qui complote, qui ne cherche pas à les tirer des difficultés quotidiennes qu'ils vivent et qui s'attaque à un opposant qui est considéré par beaucoup de jeunes comme étant l'espoir. Il faut rappeler que cette année, près de 500 jeunes Sénégalais sont morts dans l'océan dans le cadre de l'immigration clandestine à bord de pirogues. Ceux qui sont restés parce qu'ils s'accrochent encore à un espoir symbolisé par le président Ousmane Sonko. Et voilà pourquoi il a certainement été surpris, parce qu'étant en rupture de banc avec la société, par la vague des manifestations partout au Sénégal et de façon durable, et là il a commencé à prendre du recul et à comprendre la gravité de la situation, mais le peuple reste alerte parce qu'il y a encore beaucoup de revendications posées par le mouvement pour la défense de la démocratie, notamment la libération de tous les otages politiques. Sidi Fall. Et très rapidement, je me souviens, il y a quelques jours, un ministre sénégalais, le ministre de la Justice, si mes souvenirs sont bons, dit « C'est moi qui ai annoncé au président Macky Sall qu'une plainte vient d'être enregistrée par le procureur de la République contre Ousmane Sonko. » C'était un conseil des ministres. Il en était désolé. Et il m'a dit « Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi. Oui. » Et vous dites quand même que c'est lui qui a dit cela. Vous savez, M. Richard, nous ne croyons jamais, au plus grand jamais, ni aux paroles de l'actuel ministre de la Justice garde des Sceaux, ni également aux paroles de Macky Sall. Ils sont deux personnalités qui ne disent jamais ce qu'ils font et ne font jamais ce qu'ils disent. Et vous me permettez de dire, des fois, malheur est bon, pour qu'on en arrive là, avec l'affaire Adji Sarr. D'où nous rendons hommage à Adji Sarr aujourd'hui, qui a permis à Macky Sall d'ouvrir les yeux sur les problèmes qui secouent le Sénégal dans son ensemble. Et si on organisait des élections présidentielles aujourd'hui anticipées, ça veut dire que Macky Sall n'aurait même pas 1% au Sénégal. Parce que toute la population aujourd'hui est sortie dans la rue. Bon, ça, on sait pas. Il n'y a pas eu 16 millions de Sénégalais dans les rues non plus. Mais vous avez vu, il y a effectivement toutes les régions, il y a une crise sociale forte, c'est vrai. Toutes les régions oui. sont, je peux dire, la majorité de la jeunesse, des jeunes qu'on n'a jamais vus, âgés je dirais de 5 ouais. à 17 ans, sortir, faire pression dans la rue pour montrer à Macky Sall qu'on n'est pas content. Comment expliquez-vous ce désamour, cette rupture de confiance? Vous ne croyez plus jamais à la parole présidentielle. Le pouvoir n'est plus crédible à vos yeux. Vous savez, Macky Sall a été au pouvoir depuis bientôt plus de 9 ans. Aujourd'hui. Et que depuis qu'il est aux affaires, oui. nous assistons que Macky Sall procède à des combines et à des magouilles qui n'ont jamais rien donné jusqu'à en arriver à l'affaire. Le message, M. Sow. Merci beaucoup. Très rapidement. Permettez-moi franchement d'avoir une pensée pour Adji Sarr. Je pense que c'est plein de... rappelez-vous ces deux citoyens sénégalais. Quand même, vous pensez sincèrement, moi je suis vraiment sidéré quand j'entends ces propos-là. Deux citoyens sénégalais, il y en a un qui accuse l'autre de viol, et là on politise le débat. Mais imaginez-vous en France, quelqu'un qui vous accuse ici, qui vous accuse de viol, vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, on en parle. Donc pour moi, c'est une affaire de justice. La justice, elle est indépendante. Il y a eu une affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Oui. C'est la justice qui va déterminer. Moi, je ne me prononce pas sur la justice. Par contre, je salue le professionnalisme des forces de l'ordre. Vous venez de le dire. Des enfants de 5 ans à 17 ans, ceux-là, ils ne votent pas. On vote au Sénégal à partir de 18 ans. Vous les mettez dans la rue avec des femmes. Vous voulez quoi? Vous voulez des émeutes? Vous voulez que le pays brûle? Vous voyez, c'est irresponsable. Je pense que quelqu'un on peut avoir des besoins, des envies, une colère à 17 ans. Mais de 5 ans à 17 ans, oui, vous vous rappelez? Et il vient de dire qu'aujourd'hui, si les élections ont lieu, aujourd'hui, le président Macky Sall va perdre le pouvoir avec des gens qui ne votent pas. Vous imaginez bien que ce n'est pas le cas. La majorité silencieuse, c'est ce qu'a fait le président Macky Sall. Je donne juste un exemple. Allez-y. De Canel, là où j'habite, c'est-à-dire au fin fond du Fouta, pour aller à Dakar, avant, il fallait faire 2 jours. C'est-à-dire qu'une journée et le lendemain, vous arrivez. Aujourd'hui, c'est 4h30 de voiture. Oui.
il a tout bas, vous arrivez. Vous voyez, il a développé le pays. Mais cet argument ne suffit plus à calmer ces jeunes qu'on a vus dans les rues. D'accord. Oui, ce que vous êtes en train de vous dire tout à l'heure, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que la jeunesse, vous venez de le dire, nos pays sont en train de faire le maximum pour rattraper tout ce qui a été fait. Rappelez-vous qu'il y a eu d'autres avant, donc Sidi Fall, vous étiez au PDS. Hein. Rappelez-vous que c'est Abdoulaye Wade qui était là. Bon, si vous étiez dans l'opposition, donc Abdoulaye Wade qui était là. Et Abdoulaye Wade qui était là, Macky Sall reprend. Et donc cette jeunesse-là, je vous dis tout simplement que cette jeunesse-là, elle est une jeunesse qui aspire à de lendemains meilleurs. Macky Sall a mis en place des choses. Mais comment comprenez-vous Oui, on fera oui, ce qu'il a fait. Oui, ce qu'il a fait, on voilà. Pas mais ce que M. Sow oublie dans cette affaire Adissar Ousmane Sonko, mais nous avons appris la semaine dernière, le capitaine de la gendarmerie qui était chargé de procéder à l'enquête préliminaire a rendu sa démission. Et s'est réfugié à la ville sainte de Touba suite à des menaces. Et ça vous laisse conclure quoi? Mais ça veut dire que nous sommes arrivés à une période où le Sénégal n'a plus de république, n'a plus de démocratie, parce que si de hauts fonctionnaires de la gendarmerie ou de la justice militaire sont menacés à ce point, c'est extrêmement grave. C'est une gravité extrêmement chère. Moi, je pense que ce qui vient de se passer au Sénégal prouve encore une fois que la République est par terre, la démocratie est par terre. Je suis désolé, il faut que j'en dise un mot. Très franchement, une règle. Quand on dit c'est l'exception qui confirme la règle. Quand vous avez une personne, encore que, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien du tout, et puis vous vous permettez de dire ici, vous remettez en cause la démocratie sénégalaise qui est là depuis 1960 jusqu'à présent, parce qu'un capitaine a démissionné, et que vous osez dire que la démocratie sénégalaise est malade. Vous avez viré Ousmane Sonko, Brice nous a pas là on a un double problème. On a un double problème. Un premier problème qui est politique. Au fond, il y a une rupture de la confiance totale entre une bonne partie de l'opposition, ou pour ne pas dire toute l'opposition sénégalaise et le président de la République, au point où, même dans une simple affaire de mœurs, on voit la main du président de la République. Comment sont-ils arrivés là? Oui, mais alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme vous l'avez évoqué, il y a une défiance. C'est-à-dire que les Sénégalais ont la mémoire, qui me semble-t-il est encore vive, quand on voit dans quelles circonstances certains opposants ont été mis hors le débat politique. On pense à M. Fall, on pense à Karim Wade. Donc quand on pense à tout ça, il y a de la défiance. Parce qu'on s'est dit qu'on croit, à tort ou à raison, on croit que la justice est manipulée par le président Macky Sall pour précisément mettre hors d'état de nuire ses opposants les plus virulents. Donc à partir de ces moments-là, on en arrive à penser que quand une citoyenne sénégalaise dépose plainte contre un opposant, on fait la déduction. On dit oui, puisqu'à une époque, il y a eu des opposants qui ont été mis hors d'état de postuler à la présidence par des procédures judiciaires. Donc là, c'est la même pratique qui continue. Donc c'est une défiance. Alors la question qui se pose, c'est que quand on est en politique, on n'est pas au-dessus des lois. Tout à fait. On n'est pas non plus en-dessous des lois. Donc on est un citoyen à part entière. Donc quand il y a il ne doit pas avoir un Sénégal à deux vitesses comme dit Alioune Badara Cissé. Absolument pas. Et quand il y a une plainte qui est déposée contre un citoyen, là en l'espèce c'est un citoyen, il faut laisser la justice faire son travail. Il faut laisser la police enquêter sereinement. Et puis, s'il y a lieu à poursuivre, la justice prend le relais. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, la personne est relaxée. Donc, c'est une question de confiance. Moi, je pense que une certaine partie des Sénégalais ont une défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire. Parce que croient-ils que cette institution peut être manipulée par le président? Justement, et dans le cas d'espèce Brice Nzamba, il y a beaucoup de Sénégalais qui s'interroge sur la rapidité, la promptitude avec laquelle le procureur de la République a saisi le président de l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Alors la question c'est est-ce que la procédure est régulière ou pas? La vraie question elle est là. Alors rapidité ou pas rapidité, puisque quand c'est pas rapide on dit que c'est pas rapide, quand c'est rapide on dit que c'est rapide. Alors la question c'est on peut penser que c'est rapide parce que c'est un homme politique de renom. Là encore on entre dans les suspicions. C'est-à-dire que la démocratie ne peut pas fonctionner de façon saine avec les suspicions. Vous dites que ça aurait été un membre de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a été accusé par cette jeune fille.
ça aurait été pareil. Ce serait pareil. Ce serait pareil. C'est ce que vous dites aux Sénégalais. Non, oui, pour la bonne et simple raison, je dis aux Sénégalais, si c'était un membre de Benno Bokk Yakaar, s'il y aura une enquête, il sera traduit en justice. Ça, c'est quelque chose de non négociable. Il faut le comprendre. Et je reviens juste sur les éléments. Vous ne l'avez pas fait. Attendez un instant, je termine. Sur les 29 dossiers. Oui, s'il vous plaît, je termine juste. Vous me parlez des opposants qui ont été poursuivis par la justice, etc. Mais est-ce qu'ils ont fait ce qu'on leur a reproché ou pas? Vous savez, quand on est un homme politique, de la trempe de Ousmane Sonko, vous allez dans un salon de massage, à 21h, vous trouvez une fille, une jolie fille au demeurant, Adji Sarr, et que vous sortez de là, et ensuite qu'elle vous accuse. Mais nous, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, puisque vous étiez seul. Il est présumé innocent. Oui, présumé innocent, et vous accuse. Maintenant, nous, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Mais qui doit démêler le vrai du faux? C'est le juge. C'est le juge. Et maintenant, on l'amène au niveau du juge. Au niveau parlementaire. Mais ça l'arrangerait, je pense, si la procédure est rapide. Donc, il sera innocenté et il sera candidat à l'élection présidentielle de 2024. Maintenant, si jamais, moi, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Si jamais on avait on traîne des choses, etc. Mais c'est vrai ce qu'il dit par ailleurs. On attend à la fin. On va dire c'est son statut de député qui fait qu'il est intouchable. Oui, mais parce que, à mon avis, c'est être un peu entre le marteau et l'enclume. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a affaire à un homme politique de renom, de la trempe de Ousmane Sonko, il faut traiter son cas avec plus de transparence encore. Voilà, c'est-à-dire qu'à la minute où vous commettez quelque impair qu'on pourrait vous pardonner dans un dossier ordinaire, on va trouver tout de suite des intentions derrière. Donc c'est complexe, c'est complexe. Le juriste que vous êtes dit, tout ce 8 mars, il a été placé sous contrôle judiciaire, relâché certes, enfin relâché, remis à liberté, oui, puisqu'il est mais placé sous contrôle judiciaire. Mais ça suppose quoi en droit? Comment la procédure? Alors, mais le contrôle judiciaire, c'est en fait c'est un mécanisme par lequel vous êtes inculpé, c'est-à-dire vous êtes mis en examen, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a des indices graves et concordants, de nature à faire penser que vous auriez pu commettre ce qu'on vous reproche, mais on vous met dans une situation où vous êtes à la disposition de la justice. C'est-à-dire qu'on vous interdit par exemple de sortir de telle ville ou d'aller à tel endroit et d'être à la disposition de la justice. Mais vous êtes toujours présumé innocent. Absolument. Ça ne veut pas dire que les faits qu'on croit qu'on vous attaque sont avérés. Ça ne veut pas dire que c'est avéré. Mais il y aura un procès. Il y aura non, parce que le juge d'instruction, il va continuer son instruction. Et à la fin, le juge peut dire que les faits ne constituent pas une infraction. Voilà. Donc, il peut être relaxé au bout. La justice, c'est son cours. Effectivement. Alors, si le juge d'instruction estime que les indices graves et concordants constituent une infraction, donc le juge, en ce moment-là, vous renvoie devant un tribunal. Je voulais juste rappeler à Maître Zamba, mon ami, que dans cette affaire de viol, a été confiée d'abord au juge du 8e cabinet. Et à la dernière minute, ce juge a été dessaisi de ce dossier pour le confier au doyen des juges. Oui, mais ça c'est ce que je disais. Mais c'est ce que le doyen des juges l'a inculpé, non seulement trouble à l'ordre public, au-delà des accusations de viol, et à notre grande surprise, avec la population qui est dans la rue, et ce lundi, on apprend qu'il est sous contrôle judiciaire. Mais nous, vous exigeons normal. Non, vous savez, Richard, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le cas d'une procédure qui concerne un homme politique de renom, la moindre chose qui paraît comme étant un impair est grossie. Voilà, c'est-à-dire que dans une affaire normale, on peut dessaisir un juge, on peut trouver ça banal, mais dans ce genre de cas, ce n'est pas banal. Parce qu'on va dire pourquoi on l'a dessaisi. C'est qu'on le sait, on l'a dessaisi, c'est qu'il y a forcément une raison. Mais pourquoi le capitaine qui instruisait l'affaire a démissionné? Puisque ce capitaine a aussi fait des révélations, il faut le dire. Très rapidement, il y a un aspect de la question, et c'est sans doute ce qui alimente aussi les suspicions. Ousmane Sonko, il n'a jamais participé à la gestion du pouvoir. Il ne traîne pas de casserole. C'est un homme apparemment aimé de beaucoup de Sénégalais qui a toujours fait preuve d'une grande probité, d'une grande intégrité morale. Et c'est un tout trop gros. Cette histoire d'abus d'une jeune gamine de 20 ans qu'on lui colle, c'est ça qui alimente les suspicions à ce point. Et chez vous?
Mais nous avons jugé que ça a été Pourquoi planifié. Pourquoi doutez-vous à ce point de l'homme? C'est ça la... Ah non, Ousmane Sonko, nous devons savoir plutôt de la parole de la jeune fille. Non, pas du tout, parce que Ousmane Sonko a démontré de qui il est, de par sa probité morale, 15 ans d'agent de la fonction publique, agent assermenté, c'est un homme qui a démontré aux Sénégalais de quoi aussi il est capable, et que c'est vrai, nul n'est pas fait, c'est un homme. Très bien. Maintenant, dans cette affaire, ce qui nous fait peur, et ce qui nous a poussé à dire haut et fort que c'est un complot, parce que pour une simple raison, parce que dès lors que cette affaire a été en fait instruite au niveau de la gendarmerie, nous avons appris à travers les procès-verbaux publiés dans la presse que en fait Adji Sarr, en quelque sorte, en fait, a donné plusieurs versions. Il y a plusieurs contradictions. Plusieurs contradictions qui a poussé d'ailleurs à ce capitaine, cet officier qui n'est pas n'importe qui est un officier de la République. C'est pas la raison qu'il avance. J'ai bien lu la lettre de démission de ce capitaine. Oui, il n'a pas dit je démissionne parce que la jeune fille a donné plusieurs versions. Pas du tout. Parce qu'il a subi de telles pressions qui auraient dû ne pas se faire au sein de la République. La gendarmerie est une institution militaire et je pense qu'il faudrait respecter. Donc il faut respecter les enquêtes préliminaires et tel n'a pas été le cas. C'est un impair. Permettez-moi aussi de parce que tout simplement, si ce que vous dites, donc présomption d'innocence, etc., je veux bien. Mais si vous êtes accusé par un citoyen, je venais de le dire tout à l'heure, mais si vous n'avez rien à vous reprocher, on suit la justice et après, si vous êtes, on a vu des gens qui sont acquittés. Mais nous n'avons jamais de justice au Sénégal. Attendez, nous n'avons plus de République au Sénégal. C'est ça la vérité. Attendez un instant. Permettez-moi de terminer. Le président de l'association des magistrats du Sénégal, permettez-moi de lui-même, il est allé au front pour dire qu'il n'y a plus de justice au Sénégal. Je vous ai écouté. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'association des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko. Permettez-moi juste de terminer. Donc, vous voyez, on est arrivé à une période où la République est par terre, la démocratie est par terre, la justice est par terre. Alors, permettez-moi de terminer, parce que là, je pense il faut dépassionner le débat, tout simplement appeler à la raison. Nous sommes une démocratie vieille depuis l'indépendance. Aujourd'hui, un citoyen accuse un autre citoyen. On va devant les tribunaux. Moi, je pense que la moindre des choses, c'est laisser les tribunaux faire le travail. Et à la fin, si maintenant vous estimez que ça n'a pas été fait dans les règles, dans ce cas-là, j'aurais compris pourquoi ces gens-là manifestent des suspicions. Mais avant, c'est incompréhensible, c'est pas normal. C'est pas normal. Totalement d'accord. Mais il y a quelque chose. On va dire tout à l'heure des problèmes sociaux, des problèmes économiques. On a dit. Alors, il y a quelque chose que nous devons rappeler. Nous sommes en train de parler du Sénégal. Il y a au Sénégal des magistrats complètement irréprochables qui font correctement leur travail. On ne peut pas considérer que les magistrats sénégalais sont tous corrompus et à la botte du président de la République. C'est un grand pays. Et le Sénégal, nous sommes convaincus effectivement que des magistrats font correctement leur travail. Il y a quelqu'un dont la parole était attendue. Elle est intervenue ce 8 mars, c'est celle du président Macky Sall. Son discours suffira-t-il à calmer durablement les tensions dans son pays? On en parle après une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la troisième partie de notre émission. Sa parole était très attendue. Elle est intervenue ce lundi 8 mars. Après des jours d'émeute, le président Macky Sall s'est adressé à ses compatriotes dans un discours au ton plutôt posé. Il a appelé au calme. On écoute un extrait du discours du président Macky Sall. Personne ne peut nier que le monde entier, notre pays y compris, traverse une profonde crise économique, occasionnant des millions de pertes d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Des familles entières sont plongées dans la pauvreté, l'angoisse et la frustration. Je mesure les difficultés quotidiennes dans nos villes et dans nos campagnes. Je sais ce qu'est la vie dure dans nos quartiers. Je comprends la colère de nos banlieues. Avec le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, l'État a financé pour 1 000 milliards de francs CFA
le soutien aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et aux différents corps de métiers, y compris le secteur des arts et de la culture. Nous n'avons pas oublié notre diaspora, que nous avons appuyée pour plus de 12 milliards. Ce soutien à la diaspora illustre d'ailleurs l'étendue de la crise que nous vivons. Parce que d'habitude, c'est bien la diaspora qui vient en aide au pays et non l'inverse. Tout cela pour montrer que la solidarité, l'équité et la justice sociale restent au cœur de mes préoccupations et bien avant la pandémie Covid-19. Mais je constate que tous les efforts jusque-là consentis en matière de formation, d'emploi et de financement dédié aux jeunes, à hauteur de 60 milliards de francs CFA pour la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et de 40 milliards par an du fonds de financement de la formation professionnelle et technique restent encore insuffisants. C'est pourquoi, m'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre. Parce que vous n'avez pas d'emploi. Parce que vous aspirez à un avenir meilleur. Parce que depuis 1 an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. Président Zamba, on peut dire que le président Macky Sall a totalement compris sa jeunesse. Il a été très méthodique dans son discours. Il a rappelé les efforts qu'il a faits, notamment dans le cadre de la lutte anti-pandémique, 1000 milliards pour les ménages, les entreprises, etc., 12 milliards pour la diaspora. Et il dit, je comprends que ça ne puisse pas suffire. Et je comprends votre colère. Il a totalement compris, le président Macky Sall. Oui, bon, il a compris, maintenant il faut agir. C'est-à-dire que c'est bien de faire le rappel de tout ce qui a été pris comme mesure dans le cadre de la crise liée à la Covid-19. C'est très bien, mais il ne demeure pas moins que gouverner, c'est prévoir. Donc lui, en tant que chef d'État, maintenant que ce qui s'est passé, et qu'il a compris les raisons de cette colère, maintenant il faut qu'il fasse des propositions conséquentes. C'est parce qu'on ne pouvait pas... Pour précisément donner de l'emploi à cette jeunesse. Justement. Et parce que la question aussi en filigrane, c'est la pandémie n'aurait pas existé. Y aurait-il eu cette crise? C'est ça la question aussi. Puisque cette façon aussi de tout évacuer par la pandémie me semble un peu cavalière. Il faut aussi trouver des raisons qui peuvent ne pas seulement être liées à la pandémie. Parce que la pandémie a sa part de responsabilité. Je ne veux pas qu'on occulte cela. Mais il y a aussi, surtout, une forme de défiance. Il y a aussi le fait de voir une certaine classe qui s'enrichit au Sénégal, liée au pouvoir, des disparités. Parce que cette pandémie, effectivement, Sidifal touche beaucoup le secteur informel qui produit à 97%. L'emploi chez vous, c'est le secteur informel qui crée plus d'emplois chez vous. Et génère 45% du PIB. C'est parce qu'on ne pouvait pas passer la totalité du discours du président Macky Sall. À propos de propositions, comme dit Brice Nzamba, le président Macky Sall ajoute: j'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat. Alors, mais moi, ce que je constate, c'est que ce n'était pas fait avant. Donc, il a fallu puisqu'il dit que j'ai réorienté. Donc, ça veut dire que ce n'était pas fait avant. Vous savez, M. Richard, les paroles, c'est bien de faire une telle déclaration. Mais nous attendons des faits. Il ne faut pas que Macky Sall se réfugie derrière cette pandémie. Les 12 milliards dont il a parlé au diaspora, il faut que ça soit audité.
Parce que jusqu'au moment où je vous parle, nous ne savons pas où a été en fait l'évaluation véhiculé ou investi cet argent. Et que les 1000 milliards dont il a évoqué, les 68 milliards ont été gérés par son beau-frère qui est dans le gouvernement. Et d'où les Sénégalais lui réclament jusqu'au moment où je vous parle, en fait, la transparence et la clarté. Et tel n'a pas été le cas. Donc, en grosso modo, les 1000 milliards, ce que nous demandons à Macky Sall aujourd'hui, c'est de dire aux Sénégalais où a été mis cet argent. D'accord, très bien. Voilà, c'est aussi simple. Vous savez? Merci beaucoup. Oui, je le sais. Parce que tout simplement, vous savez, oui, dans une politique publique. Parce que je pense que là, il y a lieu de faire quand même une formation d'économie, etc. Quand on met en place une politique publique, il y a ce qu'on appelle l'évaluation. Il faut évaluer. Non. Les amis, on va parler. Oui, non. Il a dit que les 1000 milliards sont allés au ménage et aux entreprises. Je termine. Sont allés vraiment au ménage et aux entreprises. Sénégalais. Au ménage sénégalais. Au ménage sénégalais. Aux entreprises sénégalaises. Et ensuite aussi à la diaspora. Oui, diaspora, c'est à part. 1000 milliards pour les ménages et les entreprises sénégalaises. Je vous le dis tout simplement. Ici, pour parler du secteur informel. Non. Vous savez, j'arrive pour les 1000 milliards. Vous avez dit que le secteur informel représente 45% du PIB. Absolument. Le PIB du Sénégal aujourd'hui, quand on vote le budget, nous sommes à plus de 3000 milliards de francs CFA. Oui. Vous imaginez que quand on met 1000 milliards dedans et que la production de 45 milliards, vous imaginez, de 45% environ, vous voyez bien que c'est absorbé très vite. Et d'ailleurs, on a donné à tout le monde, au Sénégal. À tous les Sénégalais. À tous les Sénégalais. Nécessité, ils ont eu. Et ensuite, il y a une chose. Maintenant, le temps de l'évaluation arrivera, on va évaluer. Vous savez, quand on met une chose en place, une politique, à la fin, il faudra évaluer. Permettez-moi juste de dire que là, le problème dont on parle ici de l'économie informelle, ça, c'est le mal de toutes nos économies. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il faudra travailler au jour le jour, les Sénégalais, je dis pour leur grande majorité. Et quand il y a coup-feu, les gens ne travaillent pas. On a discuté tout à l'heure hors antenne, Sidi et moi. Vous savez bien qu'il y a des personnes qui vendent la nuit. C'est ça. C'est pour ça qu'il l'a compris. Et pourtant, il a relevé, comment dirais-je, le couvre-feu de 21h à minuit. À Dakar et à Thiès. Pour permettre de bouffer dans la région de Thiès, parce que c'est l'essentiel de l'activité économique, se passe à ce niveau-là. Donc, il a compris, il agit. Maintenant, quand on est dans des pays où la jeunesse est galopante, vous savez bien que vous investissez, mais aussi c'est absorbé très vite par rapport à la jeunesse. Il faut faire des efforts. Il faut continuer de faire des efforts. Mais on ne peut pas dire que le président Macky Sall n'en a pas fait. Permettez-moi de dire une chose ici, par rapport au calme. Le calme, c'est nécessaire pour se développer. Ousmane Sonko, un autre opposant, ils ont besoin du calme, ils ont besoin des institutions fortes pour pouvoir gouverner ce pays. Macky Sall partira à un moment donné. Mais il y a combien de présidents sont passés au Sénégal? Il y a eu Senghor, il y a eu Abdou Diouf, il y a eu Abdoulaye Wade, il y a eu Macky Sall, il y en aura quelqu'un d'autre. Donc, il faudra laisser nos fondamentaux. Il y a des améliorations, certes, mais il faudra conserver ces fondamentaux-là pour pouvoir avancer. Donc, le calme, on discute. Et je salue le discours aussi de l'opposant hier. Donc, vous dites que absolument, voilà, il faudra se calmer. Absolument. Et ensuite, maintenant, attendre les élections. Et les élections viendront. Et je pense que les élections viendront, ce sera au niveau des urnes. Et que quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, au Sénégal en tout cas, ne pourra prendre le pouvoir que par les urnes. Ça, c'est acté. Bon, donc là, je veux dire tout simplement qu'on est dans un dialogue. Tout le monde peut discuter, mais aussi l'espace maintenant politique s'ouvre. On peut discuter. Et puis aussi, moi, j'attends aussi des opposants qu'ils fassent des propositions. Parce qu'aussi, on ne peut pas critiquer à longueur de journée. Il faudra proposer, et à partir de ce moment-là, parce qu'il est député à l'Assemblée nationale. Il est député à l'Assemblée nationale. Donc proposer. Et aussi, ce que je voudrais aussi des opposants, allez-y sur le terrain. Mais allez-y, briguer là où il est né, allez briguer la mairie, essayez de faire votre laboratoire au niveau de votre région, on puisse savoir ce qui se passe là-bas. À partir du moment où vous avez fait quelque chose, je pense que les opposants sénégalais sont assez bien inspirés pour savoir comment utiliser le temps. Mais oui, mais parce que le problème, ils ne le font pas. Ils sont à Dakar en train de demander des faveurs par-ci, par-là. Ils ne jouent pas leur rôle. C'est ça le peut-être problème. Ils ne jouent pas leur rôle. Le rôle d'opposant. Il est bien de croire aux paroles de Macky Sall. Mais il faut que Macky Sall lui-même d'abord respecte le calendrier électoral du pays. Parce que si on arrive là au moment où je vous parle, ça fait plus d'une année que les maires, aujourd'hui, les maires, les collectivités locales, on a prolongé leur mandat de maire pendant plus de 12 mois. Ce qui est illégal.
Non. Alors, non, c'est qui illégal. Non, Ça fait partie effectivement des critiques. Ça fait partie des. Vous savez ce qu'il y a l'illégalité. Non, il faut. Le calendrier électoral, il faut le respecter. Ça n'appartient ni à Macky Sall, ni à l'opposition. C'est la République. Il est arrivé dans certains pays que le président de la République, et c'est une prérogative constitutionnelle, prenne un décret, effectivement, prolongeant le mandat. Mais vraiment, à titre... S'il y a cas de force majeure, s'il y a cas de force majeure, ce n'est pas le cas. C'est illégal. On est d'accord. Donc ce n'est pas illégal. C'est les maires qui sont dans l'illégalité totale. Force majeure. Vous imaginez cette pandémie-là, et puis organiser des élections alors que vous n'avez même pas d'hôpitaux. Enfin, les hôpitaux, on est là, c'était bien avant la pandémie. C'était bien avant. Vous imaginez en France, vous imaginez en France lors des élections municipales, le premier tour et le deuxième tour. Vous imaginez? Mais ils ont respecté le calendrier dans la rue, aller voter. Ils ont respecté le calendrier électoral. Ensuite, en France, ils ont respecté. Pour pas être très clair. Alors, on avance très rapidement. Il nous reste quelques minutes. Quelles leçons tirer de ce qui vient de se passer dans votre pays? Mais Brice, la question vaut aussi pour l'ensemble des pouvoirs du continent. Quelles leçons vous tirez aujourd'hui? Je commence par celui qui est au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Quand vous avez 7 compatriotes qui ont perdu la vie, quand vous avez des magasins saccagés, des commerces saccagés, des biens privés et publics saccagés, quelles leçons tire-t-on de cela? Je voudrais dire tout simplement qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de combat parce que tout simplement, les leçons, on les a vues. Parce qu'on a vu, on a compris le peuple. Le président Macky Sall vient de le dire hier. Il a compris, il agit. Il agit pour que ce peuple-là, la première chose, c'est que donner de l'emploi à ces jeunes-là. C'est une priorité. Dans tous les pays, c'est une priorité. Est-ce que vous comprenez au moins la crise dans sa dimension d'interpellation à changer de gouvernance? Vous pensez qu'il n'y a aucune espèce de changement à apporter? Parce que c'est pas seulement une question de moyens. Avec vous. C'est pas une question de milliards seulement. Vous savez, allez-y. Toute œuvre humaine. Absolument, on est d'accord. Toute œuvre, moi je dis que... En termes de gouvernance, en termes de gouvernance, on apprend de ses erreurs. C'est ça. On fait les diagnostics, on regarde le problème, il y a un problème qui est posé, on regarde les causes des problèmes. Lutte contre la corruption, le favoritisme, la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous savez, il faudra tout simplement faire le diagnostic, voir le problème, regarder les causes de ces problèmes-là et puis apporter des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a une solution, toute solution a des avantages et des inconvénients. Donc, on va prendre la solution qui a le moins d'inconvénients et le plus d'avantages. Je pense que c'est ça qu'il faudra faire. Et je pense que le président Macky Sall l'a compris. Et il est en train d'agir et il agira. Maintenant, pour ceux qui veulent venir au pouvoir, je le dis, d'attendre 2024. Mais pourquoi vous répétez ça à chaque fois? Oui, parce que tout simplement, quand je vois ces manifestations-là, les gens qui vont y aller et puis, et ce qui se passe dans nos pays... Ça dépasse Ousmane Sonko, est-ce qu'on a vu? Oui, non, ça dépasse Ousmane Sonko, je suis en train de vous dire. Ce n'est pas lui, hein? Non. Il n'a pas demandé aux gens de casser. Non, d'accord. Mais par contre, de par son acte d'appeler les gens à manifester, tout simplement les gens de venir l'accompagner au tribunal. Si vous êtes convoqué au tribunal, est-ce que vous allez appeler toute la France à venir vous accompagner au tribunal? Donc ça veut dire qu'il y a un problème de responsabilité. Responsabilité parce que c'est lui qui a appelé les gens à venir. Et donc à partir de ce moment-là, les morts et tout cela doit lui être imputé. Pourquoi? Parce que si jamais il était parti répondre à la justice normalement, il n'y aurait pas ces manifestations, il n'y aurait pas ces morts-là. Et donc dans ce cas-là, il est responsable. C'est votre conclusion? Pour moi, il est responsable. Pour moi, il est responsable, mais la justice fera son cours. Moi, c'est tout simplement... C'est l'État qui doit garantir la sûreté des populations. À partir du moment... Mais si vous mettez des enfants de 5 ans à 17 ans dans la rue, mais les enfants mais ce n'est pas une raison, c'est à l'État de garantir la sûreté des citoyens. D'accord, mais je salue tout à l'heure le professionnalisme des forces de l'ordre. Et vous concluez que c'est pour moi, ce que je conclue, ma conclusion, il a une responsabilité et ma conclusion, c'est que cet appel à calme, et c'est très important dans une démocratie. On doit pouvoir se réunir autour d'une table, discuter, essayer d'avancer. Et c'est comme cela que le Sénégal peut... et puis, quand il y a un problème, il faudra faire le diagnostic et puis prendre les choses telles qu'elles sont et puis avancer. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit avancer. Après sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, il a appelé au calme. Il a dit au calme. Mais il dit la révolution
va se poursuivre. Je suis vieux. Mais c'est pas ça, il faut que ça soit pacifique. Pacifique, oui. Il faut le relever, On le est saluer. d'accord. ça. Bien sûr, bien On est sûr. d'accord là-dessus. Mais bon, après, je pense qu'il y a un temps pour faire appel à la rue, c'est-à-dire aux citoyens. Il y a un temps pour jouer le jeu institutionnel. Oui. Donc je pense que le temps du rapport de force dans la rue est révolu aujourd'hui. Maintenant, c'est le temps des institutions. C'est-à-dire qu'il faut laisser les institutions sénégalaises suivre leur cours normal. C'est-à-dire que laisser l'affaire être instruite par la justice sereinement et puis faire confiance aux magistrats sénégalais. Alors, la révolution doit se poursuivre. Donc ça, c'est pour l'élection de 2024. Donc, il faut se préparer, il faut conscientiser On en est encore loin. et espérer que son discours va être entendu en 2024, mais toujours dans le cadre institutionnel. Bien sûr. Donc je pense que la démocratie, c'est avant tout le respect du fonctionnement des institutions. Très rapidement. Moi, je dirais que dans un pays où on exploite du gaz, du pétrole, du phosphate et toutes sortes de minéraux, alors que ceux qui nous gouvernent ne procèdent qu'à la mendicité et à l'aide internationale, c'est inacceptable au XXIe siècle. Ça va commencer. Hein, donc, C'est la fin, mesdames oui, et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous.